Cette vidéo a été enregistrée le 16 décembre 2022. Monsieur Albert Grimaldi, prince Albert II, par un jugement franc-maçon mensonger, inique, en date du 11 octobre 2022, vous venez de porter atteinte à mon honneur, ma considération, ma probité. En conséquence, la France étant fille aînée de l'Église depuis le 25 décembre 496, jour du baptême de Clovis, étant fermement opposée à la loi socialiste franc-maçonne du 9 décembre 1905 s'agissant de la séparation des Églises et de l'État, loi initiée par le socialiste franc-maçon Aristide Briand, la laïcité, dévoyée, plus source de conflits majeurs que d'union du peuple français, m'appuyant sur l'article 9 de la Constitution monégasque du 27 décembre 1962 qui dit « La religion catholique, apostolique et romaine est religion d'État. Je jure sur cette Bible que je ne cesserai ce combat que le jour où j'aurai été innocenté, lavé de tous les jugements rendus à mon encontre, convenablement indemnisé, et les auteurs francs-maçons spéculatifs arrêtés et condamnés. » Bien sûr que ce que j'écris aujourd'hui constitue un chantage. Mais comme le prévoit l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union européenne. Je cite la source, Journal officiel de l'Union européenne numéro C303/17 du 14 décembre 2007. Je ne peux pas être condamné une seconde fois au pénal pour ce même motif, découlant des mêmes raisons. À propos de chantage, raison de votre plainte, de ma condamnation, je vous informe de ma propre plainte contre vous, envoyée tout d'abord à vous pour info, puis à M. Morgan Raymond, juge d'instruction, Mme Brigitte Boconne-Pagès, présidente du Conseil national monégasque, M. Patrice Pastor, promoteur immobilier, et à la Gazette de Monaco. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes assis sur le trône de la principauté de Monaco parce que, le 17 juillet 1918, l'oligarchie franc-maçonne française au pouvoir, sous la présidence du franc-maçon spéculatif Raymond Poincaré, a tenté de commettre un coup d'État en exerçant un monstrueux chantage d'État sur votre arrière-arrière-grand-père Albert Ier, arrière-arrière-grand-père de famille, mais pas de sang. Si vous ne le savez pas, je vous conte l'histoire, votre histoire. Le prince Albert Ier, qui est un Grimaldi, a eu un enfant légitime, Louis Grimaldi, devenu Louis II en 1922 au décès de son père. Louis Grimaldi a adopté Charlotte, une fille naturelle, donc illégitime, qu'il a eue avec Madame Marie-Juliette Louvet, une hôtesse de cabaret parisien, selon la dépêche du 13 août 2018. C'est la naissance de Charlotte qui met un terme à la dynastie, à la lignée de sang des Grimaldi. Sans entrer plus dans les détails, au cours de la période où seul un enfant légitime mâle peut prétendre à l'accession au trône, traité franco-monégasque du 2 février 1861, Charlotte, illégitime, reconnue paternellement le 15 novembre 1911 par ordonnance de son grand-père le prince Albert Ier, ce qui ne fait pas pour autant d'elle une Grimaldi mâle de sang, Charlotte épouse le comte Pierre de Polignac. De cette union sont nés le plus naturellement du monde Antoinette et Régnier de Polignac, et non Grimaldi, le futur prince Régnier III,
tous deux enfants légitimes dans la lignée des de Polignac, mais inconnus dans celle des Grimaldi. La filiation génétique d'une famille ne se bâtit pas sur le papier, fût-il un parchemin républicain ou princier. La filiation génétique d'une famille ne se bâtit pas par ordonnance, fût-elle princière. Au moment crucial, pour être plus précis et parfaitement compris, au moment de l'éjaculation, nul ne possède le pouvoir divin d'imposer un code génétique contenu dans un spermatozoïde. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre comment un enfant est conçu. Le spermatozoïde du comte Pierre de Polignac, qui a fécondé l'ovule de son épouse Charlotte, n'est en aucun cas un spermatozoïde Grimaldi. Charlotte et Pierre de Polignac sont vos grands-parents de sang, les parents de sang de votre tante Antoinette et de votre père Régnier, historique mais spermatozoïdement usurpateur non responsable, prince Régnier III, quant à son accession au trône de Monaco sous le nom de Grimaldi. D'après les règles en vigueur à cette époque, comme je viens de le dire, en l'absence d'enfants mâles légitimes, c'est une autre branche de la famille, celle de Guillaume II de Wurtemberg-Urach, qui aurait dû accéder à ce trône, aujourd'hui le comte Louis-Jean-Raymond-Marie de Vincent de Causans. Mais cette branche est allemande, et il est hors de question, aux yeux de l'oligarchie franc-maçonne française au pouvoir au cours de la Première Guerre mondiale, qu'un Allemand devienne le chef d'État d'un territoire souverain et indépendant, enclavé dans celui de la France. On peut le comprendre. L'admettre devant Dieu est autre chose. Le franc-maçon spéculatif Raymond Poincaré, alors président de la République, menace d'annexer la principauté de Monaco à la France si les règles de succession monégasque n'étaient pas modifiées sur le champ. Votre arrière-arrière-grand-père, de famille mais pas de sang, Albert Ier, ne voulant de toute évidence pas que la principauté de Monaco ne disparaisse, c'est, je pense, le sentiment patriote qui l'a animé à ce moment, accepte, par le traité imposé de Paris du 17 juillet 1918, la modification du traité du 2 février 1861. S'ouvre alors, sous chantage de l'oligarchie franc-maçonne française au pouvoir, la période où un enfant illégitime peut prétendre accéder au trône de la principauté de Monaco. Cette période prendra fin le 2 avril 2002, sous le règne de votre père, le prince Régnier III, avec la loi numéro 1249, modifiant l'article 10 de la Constitution monégasque du 27 décembre 1962. Certains historiens s'autorisent à avancer que le 17 juillet 1918, l'Allemagne savait qu'elle avait perdu la guerre. L'armistice a été signé le 11 novembre 1918, 4 mois et 24 jours plus tard. 4 mois et 24 jours de patience diplomatique, de simple protection amicale sans arrière-pensée de l'oligarchie française, la guerre courant depuis 4 ans, et le traité de Paris était parfaitement inutile. Pourquoi tant de soudain empressement à modifier les règles de succession en principauté de Monaco? Le prince Albert Ier et son descendant légitime, Louis, étaient toujours en vie et concernant Albert Ier, toujours au pouvoir à Monaco. Le traité franco-monégasque du 17 juillet 1918, appelé perfidement traité d'amitié protectrice, personnellement, je me passe de ce genre d'amitié protectrice, signé à Paris, donc loi française compétente, fut un coup monté par l'oligarchie franc-maçonne spéculative française. Que dit textuellement l'article 2 de ce traité? Alinéa 1. Les mesures concernant les relations internationales de la principauté devront toujours
faire l'objet d'une entente préalable entre le gouvernement princier et le gouvernement français. Je rétorque que la Constitution monégasque du 5 janvier 1911, en son article 1er, dit que la principauté de Monaco forme un État indépendant. Question que je pose, où est l'indépendance de Monaco quand le gouvernement français impose une entente préalable? Je continue. Alinéa 2. Il en est de même des mesures concernant directement ou indirectement l'exercice d'une régence ou la succession à la couronne qui, soit par l'effet d'un mariage, d'une adoption ou autrement, ne pourra être dévolue qu'à une personne ayant la nationalité française ou monégasque et agréée par le gouvernement français. Je reprends cet alinéa. L'exercice d'une régence ou la succession à la couronne, soit par l'effet d'un mariage, d'une adoption ou autrement, ne pourra être dévolu qu'à une personne ayant la nationalité française ou monégasque et agréée par le gouvernement français. Ce qui veut dire, premièrement, que l'exercice d'une régence ou la succession à la couronne, même par mariage ou adoption, ne peut se faire sans l'agrément du gouvernement français. Premier constat, la principauté de Monaco n'est donc pas indépendante. Deuxièmement, quand l'emploi du mot « autrement » ouvre une possibilité que l'exercice d'une régence ou la succession à la couronne puisse être dévolu à un Français, à condition qu'il soit agréé par le gouvernement français. Second constat, là encore, la principauté de Monaco n'est pas indépendante. Troisièmement, hypothèse. Aucune branche familiale Grimaldi française n'existant, ne serait-ce pas le but que s'est fixé cette secte maléfique de faire accéder un franc-maçon spéculatif français au trône de la principauté de Monaco? Comment un pays, si petit par la taille soit-il, avec une constitution qui clame haut et fort indépendance et souveraineté, peut-il accepter d'être géré par des étrangers, fussent-ils français? Un exemple. La justice monégasque est pourvue en magistrats français, mise en place par le Conseil supérieur de la magistrature français, parfois sous pression et ou népotisme présidentiel. Chacun a en mémoire l'affaire des écoutes, corruption active et trafic d'influence, affaire nommée Sarkozy le corrupteur et juge Azibert le corrompu. Une affaire connue de tous. Le magistrat instructeur français Édouard Levrault, à mon sens, un juge intègre, dont le renouvellement de son mandat était accepté en janvier 2019 par M. Laurent Anselmi, ex-ministre de la Justice monégasque, pour être ensuite évincé sans ménagement en juin de la même année. Déjà, aujourd'hui, les institutions monégasques sont entre les mains de francs-maçons, mises en place par la personne dénommée C, dans l'arrêt de la Cour de cassation numéro 15 50 100 du 14 juin 2016. Exercer une pression, menacer dans le but d'obtenir une signature, c'est exercer un chantage. C'est un délit pénal. L'article 400 du Code pénal de 1810, en vigueur au moment de la commission du délit, dit « Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. La violation du traité franco-monégasque du 2 février 1861 est flagrante. C'est une forfaiture de l'oligarchie française commise sous la menace. En effet, en vertu de quel pouvoir ces gens, même en plein conflit avec l'Allemagne,
se sont-ils arrogé le droit d'imposer la modification de la filiation de la famille régnante à l'époque à Monaco, avec une constitution antérieure au début de la Première Guerre mondiale, en autorisant, pire, en imposant la possibilité d'accession au trône d'un descendant illégitime. Qui sont ces décideurs? Monsieur de Polignac, prince Albert II. Bien que je vous concède le fait que vous n'êtes aucunement responsable, pas plus votre père Régnier III, comme l'admet honnêtement le comte Louis-Jean-Raymond-Marie de Vincent de Causan, force est d'admettre que vous êtes un chef de l'État monégasque historiquement, génétiquement illégitime sous le nom de Grimaldi, installé sur le trône par la volonté belliqueuse du franc-maçon spéculatif, président de la Troisième République française, Raymond Poincaré. Faites comme moi l'analyse synthèse des informations contenues dans les textes officiels concernant votre présence sur le trône monégasque. Premièrement, traité franco-monégasque du 2 février 1861. Deuxièmement, première constitution monégasque du 5 janvier 1911. Troisièmement, article 2 du traité franco-monégasque du 17 juillet 1918. Quatrièmement, articles 1109, 1110, 1111, 1113, 1115, 1116 et 1117 du Code civil en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016. Cinquièmement, articles 175, 186, 198 et 400 du Code pénal de 1810 en vigueur à l'époque. Sixièmement, articles 1 et 10, originels, de la seconde constitution monégasque du 27 décembre 1962. Septièmement, sous le règne de votre père, le prince Régnier III, la loi numéro 1249 du 2 avril 2002, modifiant l'article 10 de la constitution monégasque du 27 décembre 1962. Huitièmement, article 3 du traité franco-monégasque du 24 octobre 2002. Neuvièmement, les différents articles de presse. Monaco Tribune du 9 août 2018. La Dépêche du 13 août 2018. Point de vue du 29 août 2018. Closer, Le Parisien du 4 août 2021. Gala du 5 août 2021. Les preuves sont irréfragables. Le résultat ne laisse pas de place au doute. Le patrimoine génétique d'un spermatozoïde est incommensurablement plus puissant que l'encre d'une ordonnance souveraine. C'est le sang, et pour être plus précis en amont, le sperme, associé à la légitimité d'un mariage, qui génère une filiation légitime, un nom de famille et ses conséquences. Si la justice française ne s'est pas prononcée quant à la revendication du comte Louis-Jean-Raymond-Marie de Vincent de Causan, se reposant sur le manque de preuves de sa filiation, il n'en est pas de même pour vous, où, disséquant votre ascendance, je démontre généalogiquement, génétiquement, que vous n'êtes pas un Grimaldi. Cette filiation Grimaldi, erronée, rejaillit aussi sur vos deux enfants légitimes, Gabriella et Jacques, nés le 10 décembre 2014, issus de votre union avec Madame Charlène Wittstock. Je ne saurais dire si les textes en vigueur à l'époque peuvent encore avoir une influence sur votre règne de Grimaldi maquillé. C'est le travail des avocats du comte Louis-Jean-Raymond-Marie de Vincent de Causan de le définir. La généalogie est dans votre cas une science impitoyablement précise. La recherche-comparaison d'acides désoxyribonucléiques, l'ADN, est aujourd'hui un atout supplémentaire. Vous devrez vous y plier un jour si vous souhaitez continuer de régner sur Monaco en toute quiétude. Refuser ce texte accentuerait le doute grandissant. Quitte au double. Ce qui est sûr, c'est que vous,
Monsieur Albert Grimaldi, en réalité génétique Albert de Polignac, prince Albert II, qui avait sali mon honneur en souillant mon casier judiciaire, vous voilà face à une situation inédite, certes indépendante de votre volonté, mais dont vous ne pourrez pas vous défaire sans séquelles. Vous, soi-disant Albert Grimaldi, prince Albert II de Monaco, vous êtes un Grimaldi sur le papier, sur la forme, mais incontestablement, spermatozoïdement parlant, vous êtes un de Polignac dans la réalité, sur le fond. Tout ça parce que le franc-maçon Poincaré, le 17 juillet 1918, l'oligarchie franc-maçonne spéculative française au pouvoir, la junte française, a le même état d'esprit de volonté de nuire à la principauté de Monaco que celui qui l'anime a continué de nuire aux différents pays africains, ex-colonies françaises, aujourd'hui État souverain, souverain uniquement sur le papier. Je vais contacter le comte Louis-Jean Raymond Marie de Vincent de Causans, qui a entamé une procédure aux fins d'être indemnisé par l'État français, qui a arbitrairement, illégalement évincé sa famille le 17 juillet 1918. Je me surprends toutefois à penser que, plutôt que rechercher à être seulement indemnisé pécuniairement, pris d'une soudaine passion pour la principauté et son peuple, aux mains des francs-maçons spéculatifs mis en place par l'oligarchie franc-maçonne spéculative junte française, vous, abdiquant dans l'honneur et la dignité, le comte Louis-Jean Raymond Marie de Vincent de Causans s'asseyait à votre place et remettre de l'ordre sur ce qui est, coup d'État, chantage français mis à part, historiquement, héréditairement, donc légitimement, son État, son pays, son chez lui. Monsieur Albert de Polignac, prince Albert II de Monaco, vous êtes assis sur un trône découlant d'un chantage, tentative de coup d'État franc-maçon français. Résultant du traité de Paris, traité d'amitié protectrice du 17 juillet 1918, amitié protectrice, permettez-moi d'esquisser un sourire. Avec une amitié pareille, nul besoin d'ennemis. Ce traité comporte en son préambule une violation de la séparation des pouvoirs. En effet, le plénipotentiaire, nommé pour représentant le président de la République Raymond Poincaré, et M. Stéphane Pichon, franc-maçon spéculatif socialiste, anticlérical, élu sans interruption sénateur de 1906 à 1924, membre à part entière du pouvoir législatif le 17 juillet 1918. Il a été nommé ministre des Affaires étrangères le 17 novembre 1917, membre à part entière du gouvernement, donc du pouvoir exécutif. M. Stéphane Pichon était à la fois sénateur, corps législatif, et ministre, corps exécutif, le 18 juillet 1918. La violation de la séparation des pouvoirs, séparation chère à Montesquieu, dont la conséquence figure à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, est flagrante. Il n'y a qu'en franc-maçonnerie spéculative qu'on rencontre ce genre de situation. Ça ne semble pas leur poser de problème de conscience. À vous, monsieur Albert de Polignac, de tirer les conclusions qui s'imposent. 6 dernières questions. Envisagez-vous de porter plainte contre l'État français pour chantage, tentative de coup d'État, violation du traité d'amitié? Deuxième question. Comment voyez-vous votre avenir, vos relations, vis-à-vis de la famille héritière héréditaire légitime de votre cousin le comte Louis-Jean Raymond Marie de Vincent de Causans, famille arbitrairement évincée le 17 juillet 1918 par le franc-maçon Raymond Poincaré? Troisième question. Comment voyez-vous votre avenir sociopolitique avec les grands de ce monde? Quatrième question. Comment allez-vous annoncer cette supercherie à votre peuple? Cinquième question.
Comment vivez-vous cette double identité? Et enfin, 6e question, lequel d'entre vous deux, Albert Grimaldi ou Albert de Polignac, a porté plainte contre moi pour chantage? Refusant de me soumettre à un jugement mensonger, inique, ainsi que le harcèlement, l'acharnement de la part de votre ami d'enfance et votre avocat franc-maçon parisien, je m'y emploie. Plusieurs exemplaires de cette vidéo, avec texte, sont détenus par avocats, huissiers, notaires et quelques amis loyaux, tant en France qu'à l'étranger. Naturellement, je la détiens. Je peux donc l'envoyer à qui je pourrais être amené à discuter après les présentations sécurisées d'usage. Je n'ai jamais exercé le moindre chantage envers vous, comme envers quiconque. Vous m'avez combattu et continuez de me combattre avec des armes franc-maçonnes malhonnêtes, déloyales. Vos amis francs-maçons spéculatifs ont commis une interprétation volontairement mensongère, erronée de mes courriers. Ils continuent de me harceler. Ça frise la persécution. Leur but était de me faire condamner au pénal. C'est fait à priva. Mais, vous concernant, ils ne peuvent plus utiliser le même motif de chantage. Maintenant, ils utilisent leur cour de récréation parisienne. Je me défends avec les armes que l'histoire met publiquement à ma disposition. Sachez que je suis suivi dans les réseaux, mais aussi par une chaîne de télévision étrangère qui compte journellement 1,5 milliard d'auditeurs de par le monde, dont beaucoup de chefs d'État et de gouvernement, tant elle est puissante. Je suis joignable jusqu'au 25 décembre 2022 à minuit au 0033 612 807 525. Ce délai passé, sans réaction de votre part, je diffuse cette vidéo sur plusieurs plateformes publiques idoines. Je connais quelques monégasques qui se feront un plaisir de partager cette vidéo distribuée sur le marché, le dernier salon populaire où on cause. J'avais bien prévenu que je ne me laisserai pas faire. Et c'est loin d'être fini. Je possède depuis peu un document écrit par un docteur en droit. Je n'en dis pas plus pour l'instant.